Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de votre émission ce soir, stockage de données et enseignants privés au Maroc. Alors tout d'abord, dans son rapport annuel, l'autorité des marchés financiers américains, la SEC, a publié donc ce rapport le 3 février, dans lequel Meta, le groupe de Mark Zuckerberg, a annoncé qu'il ne pourrait probablement plus proposer ses produits et services, dont Facebook et Instagram, en Europe. En cause, les lois de protection des données personnelles qui pourraient empêcher l'échange des données d'utilisateurs européens avec les États-Unis. Une menace relevée par plusieurs sites spécialisés. Mais qu'en est-il réellement? Ce que l'on sait en tout cas, c'est qu'entre les États-Unis et l'Europe, des discussions sont en cours pour structurer le nouveau cadre légal pour les données personnelles. Des évolutions qui pourraient avoir bien sûr des conséquences concrètes sur les activités de Meta, puisque la fin du transfert de données européennes pourrait faire perdre beaucoup d'argent à l'entreprise. C'est cet échange d'ailleurs de données qui permet à Facebook de proposer bien sûr des publicités en ligne ciblées. Nous discuterons de la problématique en compagnie de l'expert IT et télécom Khalid Ziani. Nous profiterons de son passage avec nous pour évoquer la question de la fracture numérique au Maroc, puisque selon les données de l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, à 10 dirhams le gigaoctet pour l'utilisation de l'Internet mobile prépayé. Eh bien, la connexion n'est certainement pas accessible à tous. L'utilisation de ces services est estimée à 2,18% du revenu national brut du pays. Enseignement en seconde partie, la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation, formation, signe des conventions cadres avec les fédérations et associations représentant les établissements de l'enseignement privé et qui portent sur l'accès aux prestations de la Fondation. Objectif, offrir au personnel du privé la possibilité de jouir des avantages sociaux fournis par la Fondation. Les détails avec Kamal Daïsaoui, président de la Fédération de l'enseignement privé au Maroc. Mais avant, direction Paris. On y joint l'expert en IT Télécom, Khalid Ziani. Bonsoir Khalid Ziani, merci de vous joindre à nous. Toujours un plaisir de vous recevoir. Bonsoir Khadija, c'est toujours un plaisir de venir chez Médien. Alors, que contient concrètement ce document déposé par Mark Zuckerberg auprès de la SEC, le régulateur américain qui contrôle les marchés financiers? Alors le document, c'est le rapport annuel de Meta, qui est la holding qui détient Facebook et Instagram. Comme c'est une holding cotée en bourse, elle a une obligation de mettre dans son rapport annuel tous les risques qui se présentent à la société pour informer les détenteurs des actions. Et donc, dans ce rapport, Mark Zuckerberg, d'ailleurs comme dans le rapport de 2020, exactement pareil, il a mis en avant le risque de non-conclusion d'un accord entre les États-Unis et l'Europe sur la partie transfert des données personnelles. Puisque les deux législations des deux entités s'opposent, ont des contradictions fondamentales. D'abord, en Europe, il y a la RGPD qui réglemente d'une manière très stricte la protection des données personnelles et le transfert des données et l'usage qui est fait de ces données et l'obligation de déclaration de cet usage, les obligations de détenir le consentement de chaque utilisateur pour cet usage. Et de l'autre côté, la législation américaine qui a des dispositions comme le Patriot Act ou le Cloud Act qui permettent d'aller fouiller dans les données de ces acteurs, Facebook, les GAFAM en général, et sans avertir les consommateurs, et d'en faire un usage qui leur convient. Donc ce sont deux législations contradictoires qui ne peuvent pas cohabiter. Et donc l'accord entre les États-Unis et l'Europe qui devait intervenir l'été dernier a été annulé par la Cour européenne de justice pour cette raison-là, qu'il ne contenait pas des dispositions relatives aux données personnelles. Donc maintenant, les GAFAM sont soumis aux législations nationales des
de protection des données personnelles européennes qui peuvent les condamner à ne pas exercer. Donc ça ne viendrait pas, n'est-ce pas, Khalid Ziani, juste pour comprendre, parce que est-ce que finalement c'est Mark Zuckerberg et donc qui est à la tête de Meta qui décide de se retirer quand même d'un marché européen qui est conséquent, ou c'est plutôt la législation européenne, en sachant qu'elle diffère de pays en pays. L'Union européenne est certes un organe qui réunit beaucoup de pays, mais la législation de chaque pays diffère. Pour ne citer que le cas de l'Irlande, par exemple, qui soulève d'ailleurs beaucoup de questionnements. Mais donc finalement, à qui incombe, j'ai envie de dire, la responsabilité de retrait, si toutefois il pouvait y avoir retrait? Ce sera Facebook qui déciderait du retrait, mais en réaction à des dispositions ou des amendes très importantes imposées par les pays européens du fait du non-respect de leur législation nationale sur les données personnelles. Ceci dit, en Europe, il y a quand même la RGPD a été ratifiée par tous les membres de l'Union européenne et transposée sur leur loi nationale. Donc il y a une unicité dans le traitement des données personnelles en Europe et elle est effective. Donc si jamais un des pays condamne par exemple Facebook sur l'usage de données contraires à la loi, tous les autres pays de l'Union européenne devront s'allier et unifier leurs décisions. Et à ce moment-là, effectivement, c'est pour ça que Mark Zuckerberg parle de l'Europe en entier. Il y a une législation unique en Europe qui est la RGPD, qui a été ratifiée par tous les parlements. Donc la protection des données personnelles en Europe, elle est unifiée, elle est très stricte, c'est la plus stricte au monde. Et c'est très difficile pour des acteurs dont le modèle économique a été bâti sur ce transfert des données, l'usage des données des consommateurs, Facebook, Google et compagnie, ont bâti leur modèle de business, leur modèle économique sur ce principe-là. Si vous leur enlevez la possibilité de transférer les données ou d'en faire un usage autre que celui déclaré, leur modèle ne fonctionnera plus. Donc, en fait, c'est une menace. Il menace de se retirer de l'Europe. Et la menace, elle pèse de tout son poids. À la fois pour Facebook, ça représente un quart de ses revenus. C'est ça. C'est 8,2 milliards de dollars et probablement 700 millions de consommateurs. Et pour l'Europe, où c'est rentré dans les usages. Et dans l'usage de Facebook et Instagram est rentré dans les usages quotidiens des consommateurs. Ils auraient du mal à s'en passer. Et seraient obligés de trouver des moyens de contournement, c'est-à-dire passer par d'autres pays, par des VPN et autres, exactement comme on avait fait au Maroc quand on avait coupé le WhatsApp. Oui. Et ce sera le même phénomène. Donc c'est une bataille qui est engagée. Je pense est-ce que vous pensez que Mark Zuckerberg, concrètement, Khalid Ziani, pourrait vraiment mettre sa menace à exécution et retirer l'accès à Facebook et à Instagram aux Européens? Et pas du tout. Donc je n'y crois pas du tout. D'ailleurs, ils ont démenti juste après que ce n'était pas leur volonté ni leur projet de se couper de l'Europe. C'est très compliqué. En Europe, ils ont même leurs infrastructures d'hébergement, à la fois de la plaque européenne et de la plaque africaine. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes concernés. Absolument. J'allais y venir justement. J'allais vous poser la question par rapport au Maroc et par rapport à l'Afrique. Oui, nous serions forcément concernés à un moment donné, puisque le Maroc est desservi par la plaque européenne, notamment pour ces GAFAM, qui hébergent leurs données en Europe, pour l'Europe, mais également pour l'Afrique. Et notre législation CNDP est très proche de la RGPD, grâce aux efforts de la CNDP. Donc, nous avons adapté notre législation et notre réglementation à la RGPD. Et si jamais il y avait une coupure
nous serions concernés à la fois sur la partie infrastructure, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit desservi par les data centers de Facebook qui sont aux États-Unis et non plus en Europe. Et là, ce serait très difficile, c'est très difficile. Donc, je ne pense pas qu'on en arrivera là. Ils vont trouver un accord, mais l'accord, ce sera, à mon avis, plutôt un accord étatique, c'est-à-dire entre les États-Unis et l'Union européenne sur le plan politique et étatique, et qui remet en cause ces lois extraterritoriales qu'imposent les États-Unis au monde, qui sont le Patriot Act et le Cloud Act. Et la remise en cause de ces lois extraterritoriales permettrait de pallier à ces problématiques qui, après, on est capable de trouver des solutions digitalisées, automatiques, qui préservent les données personnelles, qui obtiennent les consentements des acteurs, et c'est parfaitement possible techniquement. Là où on a un problème juridique. Mais pourquoi ce n'est que Facebook qui a réagi? Parce que là, on parle des GAFAM, n'est-ce pas? Il y a Google, Amazon, Facebook, donc tous ces mastodontes du traitement de données finalement. Pourquoi ce n'est que le groupe Meta, donc Facebook, à travers la maison mère? Pourquoi? Même Google avait réagi au moment de la publication de ses comptes. Elle avait mis ce risque dans son rapport annuel, exactement pareil, et Google était en conflit avec la Commission européenne de Bruxelles. Donc, et exactement pour les mêmes... C'est par rapport au Privacy Shield, n'est-ce pas, qui a été retiré par la Cour européenne de justice en juillet 2020. Exactement. Et donc, ce phénomène a remis la problématique entre États et non plus entre acteurs digital ou IT. Et donc, cette problématique, en fait, le message s'adresse à la fois aux autorités aux États-Unis et à l'Union européenne en leur disant « mettez-vous d'accord, nous, on veut travailler, trouver un cadre légal qui convienne à tout le monde et notamment supprimer ou atténuer ces lois extraterritoriales qui ne peuvent pas subsister. Si vous analysez bien, vous verrez que ces lois extraterritoriales touchent quasiment tous les secteurs d'activité, y compris le monde bancaire. Vous avez l'obligation d'échange ou d'informer dans le cadre de la FATCA, par exemple pour les banques, toute personne ayant un lien avec les États-Unis, vous devez transférer les données concernant ses comptes, concernant ses placements, C'est très, très strict. Donc, toutes ces lois extraterritoriales, à mon avis, devraient n'avoir un cadre que aux États-Unis et pas s'appliquer au-delà des frontières des États-Unis. Voilà. Alors, quand on parle de ces lois, juste parce qu'il pourrait y avoir amalgame quand on suit un peu ce qui est dit sur le sujet. Il y a d'un côté stockage de données, donc, et transfert transatlantique. Est-ce qu'on peut, ces entreprises peuvent toujours stocker leurs données en Europe et les traiter et les utiliser, bien qu'elles soient géographiquement positionnées en Europe et pas besoin de les stocker aux États-Unis. Donc, in fine, le résultat est le même. Alors, en fait, il faut comprendre comment fonctionnent ces infrastructures de stockage. Elles sont toutes redondées. Donc, vous avez les data centers de Facebook, de Google, Apple et Microsoft qui sont aux États-Unis et ils sont redondés par des data centers qui sont en Europe, en Irlande, aux Pays-Bas. Et ces data centers synchronisent, c'est les mêmes bases, synchronisent leurs données pour des raisons de backup. Donc, s'il y a un site qui tombe, l'autre site prend le relais. Donc, ils sont obligés dans leur infrastructure et leur architecture technique d'avoir des data centers interconnectés. Or, les législations juridiques s'appuient sur la territorialité
de l'emplacement où sont stockées ces données. Donc, les data centers qui sont en Europe sont sous la législation européenne, c'est-à-dire que n'importe quel juge européen peut ordonner, par exemple, la saisie de ces données ou de ces serveurs, alors que les data centers qui sont aux États-Unis sont sous la législation américaine. Donc, dans un monde digitalisé, il n'y a pas ces frontières-là. En fait, les bases de données sont synchronisées. Quand vous stockez dans celui qui est en Europe, ça stocke en même temps, immédiatement, dans celui qui est aux États-Unis, pour pallier les probabilités les vulnérabilités de coupure d'un data center. Et ça, les législations juridiques n'ont pas atteint cet aspect mondial. Donc, vous avez une très grande différence entre le traitement juridique et le traitement informatique. Et vous pouvez avoir ce type de contradiction. Donc, vous pourriez, par exemple, Facebook pourrait fonctionner qu'en Europe sur ces data centers européens, mais dans ce cas-là, il ne pourrait pas être sauvegardé ou mis à jour ou maintenu par les data centers qui sont aux États-Unis. Et ça, dans ce type de fonctionnement en architecture technique, est très difficile. Il reste juste le fait qu'ils utilisent cette architecture technique pour également utiliser les données pour un business qui est devenu mondial, qui n'a pas de frontières. Et là, par contre, on se heurte à la problématique des États, des juridictions territoriales qui sont territorialisées face à des mouvements et des flux de data qui sont mondiaux et des usages en business qui sont mondiaux. Nous avons en fait des entreprises de taille mondiale qui n'ont d'ailleurs plus vraiment de nationalité, et qui doivent s'adapter ou parfois imposer leur mode de fonctionnement aux États. Pour certains pays, par exemple, l'Europe, si vous prenez pays par pays, il n'a aucun moyen de contrer Facebook ou Google, c'est impossible. C'est l'Europe unie qui peut avoir un poids. Mais le Maroc, par exemple, n'a aucun moyen de contrer ces mastodontes. Bien sûr. Donc, il faut qu'ils se rallient à une union comme, par exemple, l'Europe ou autre, pour les faire plier. Mais vous avez un rapport de force qui est en train de s'opérer, d'ailleurs, qui est en train de s'opérer également sur les infrastructures télécoms. Ce sera le sujet d'après, mais les infrastructures télécoms, maintenant, les plus gros investisseurs dans les réseaux télécoms, dans les câbles sous-marins de fibre optique, ce sont ces GAFAM. Ce ne sont plus les opérateurs télécoms. Voilà. Justement, parlant d'infrastructures télécoms, parlons-en justement pour le Maroc. Il y a eu ces statistiques par rapport à l'utilisation d'Internet par les Marocains, etc. Alors, est-ce que vous pensez que ces investissements en infrastructures sont l'une des raisons pour lesquelles Internet coûte plus cher au Maroc et reste quand même peu accessible, malgré le taux de pénétration qui reste important, n'est-ce pas? Mais en tout cas, sur l'utilisation quotidienne de mégabytes, on reste bien derrière beaucoup de pays, notamment africains et de la région MENA de manière plus rapprochée. Pourquoi Internet coûte plus cher? Est-ce que c'est relié aux infrastructures télécoms? Il y a un lien direct entre le prix final à l'utilisateur de l'usage d'Internet, donc 10 dirhams le gigabit au Maroc, et les infrastructures, notamment les infrastructures en fibre optique, qui relient l'ensemble des zones du territoire marocain. Donc, il y a un lien direct, puisque chaque opérateur, son métier, c'est de transformer, de valoriser ces infrastructures par des services, Internet, voix et d'autres services qui utilisent cette bande passante offerte par ces infrastructures. Si les infrastructures sont insuffisantes, vous avez automatiquement une montée des prix
pour l'utilisateur final, pour les services. Inévitablement. Donc en fait, la bande passante offerte par ces infrastructures est liée également à la densité de ces infrastructures et la qualité de ces infrastructures. Donc vous avez forcément un lien de cause à effet entre le prix et l'accessibilité d'Internet et l'équipement en infrastructure télécom d'un pays. La grande difficulté pour le Maroc, c'est qu'il n'a pas réussi à mutualiser, à mettre un cadre qui permette de mutualiser ces infrastructures entre les trois opérateurs. Et malgré tous les efforts qu'a fait la NRT, la mutualisation des infrastructures reste un problème qui empêche le développement harmonieux de ces infrastructures et surtout le partage de ces infrastructures. À titre d'exemple, pour une même fibre optique, vous pouvez faire passer 3 opérateurs sur une même fibre optique, chacun utilisant un spectre de la lumière dans la même fibre optique. Donc, si nous avions un cadre qui permettait d'avoir un opérateur d'infrastructure ou plusieurs opérateurs d'infrastructure qui cèdent ce service infrastructure aux opérateurs de services, que sont les opérateurs télécoms, nous pourrions baisser les prix parce que nous pourrions mutualiser ces infrastructures. Comment ? Ce n'est pas le cas. Donc, comment justement parce que ça a été soulevé plusieurs fois et depuis quelques temps maintenant, n'est-ce pas, Khalid Ziani? Comment mutualiser ces infrastructures entre les différents opérateurs, les 3 opérateurs principaux au Maroc? Alors, la première des choses à faire, c'est il faut séparer les licences services et les licences opérateurs d'infrastructure. Les licences services télécom sont les licences actuelles qui sont données par la NRT aux 3 opérateurs, mais les licences opérateurs d'infrastructure, il faut les donner à d'autres entreprises ou à des filiales de ces opérateurs qui ne font que la partie infrastructure et pas la partie service. Et il faut ensuite réglementer la partie infrastructure de manière à ce que ces opérateurs puissent s'adresser à ces opérateurs d'infrastructure, à la fois les opérateurs télécoms, mais également les collectivités territoriales, les régions, les provinces, les communes, pour équiper leur territoire, parce que nous avons une problématique de zone blanche et de fractures numérique. Absolument. On parle de fracture numérique. Alors, il y a une fracture numérique d'accessibilité non seulement par rapport au statut social, mais aussi territorial surtout, parce qu'il y a des régions qui sont, disons-le, plus connectées que d'autres. Oui, et parce que ce sont des régions non denses et c'est des régions qui rapportent moins par utilisateur aux opérateurs actuels. Donc, forcément, inévitablement, ils ne vont pas investir ou mettre des infrastructures quand c'est pas rentable. Donc, il y a le fonds universel télécom qui permet de corriger un peu cela, mais il est faible et c'est très insuffisant. Ce qu'il faut, c'est s'inspirer de ce qu'ont fait les autres pays, notamment en Europe, aux États-Unis, où les infrastructures sont très développées. Il faut décentraliser. Nous avons la chance d'avoir maintenant les lois sur la décentralisation avancée des régions. Décentraliser l'équipement du territoire en infrastructure télécom vers les collectivités territoriales. Une région, une province, pour devenir attractive, doit pouvoir amener des fibres optiques sur son territoire vers des zones d'activité où ils peuvent développer des métiers de l'offshoring, notamment, puisque les métiers du digital sont mondiaux. Et ce serait une chance pour le Maroc. Et actuellement, notre cadre légal ne permet pas cette séparation entre les opérateurs télécoms de services et les opérateurs d'infrastructures télécoms. Et donc, forcément, vous avez les mêmes qui font tout et les mêmes qui n'arrivent pas à couvrir tout le territoire, les mêmes qui n'arrivent pas à faire face à la demande grandissante de bandes passantes, les mêmes qui n'arriveront pas forcément à faire la transition vers la 5G. Et donc, nous prenons du retard. C'est ce que révèle le rapport de l'UIT, c'est que le Maroc prend du retard parce qu'il n'a pas réussi
dans cette mutualisation des infrastructures. Actuellement, on voit bien qu'il y a des frictions entre opérateurs, il y a des procès dans les tribunaux. Le cadre des télécoms sort de l'ANRT, qui avant maîtrisait la totalité des règles de la réglementation de ces opérateurs. Donc, nous rentrons dans une zone frictionnelle qui exige une réforme du secteur. Et la réforme du secteur passe par la réforme de la loi télécom et une réforme imposée par l'ANRT qui permettent cette mutualisation. Et très bien. Dernier mot peut-être, puisqu'on a beaucoup parlé de stockage de données. On en est où au Maroc? Sachant que c'est n'est-ce pas, c'est une niche d'investissement qui est en train d'exploser, notamment dans les pays du Golfe, au Moyen-Orient. Qu'en est-il au Maroc? Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Est-ce qu'on a déjà cette ambition-là pour se positionner sur ce marché très juteux du stockage de données? Alors, au Maroc, et là aussi, je ferai le lien avec le sujet précédent, qui est la mutualisation des télécoms, le fait qu'on ait un monopole sur les licences, services et infrastructures fait que ces opérateurs de data center, du stockage de données, ont besoin à la fois, ils ont deux composantes. Ils ont besoin d'une énergie à bas coût et stable et fiable, et maintenant décarbonée, si possible. Et la deuxième composante, il faut que ce soit des lieux de peering télécom, c'est-à-dire des lieux où plusieurs liens télécoms arrivent. Et pour la première partie, nous sommes en bonne voie. Le Maroc a fait d'énormes efforts sur l'énergie. Donc le Maroc est vu à l'international et dans le monde entier comme étant un pays d'avenir sur les énergies renouvelables notamment et la décarbonation de l'énergie. Sur l'autre partie, nous n'avons pas progressé à cause de cette loi télécom qui consacre le monopole aux trois opérateurs. Vous ne pouvez pas avoir, par exemple, de la fibre noire, ce qu'on appelle de la fibre noire, c'est-à-dire une fibre dédiée qui relie deux data centers sans passer par un opérateur. C'est impossible au Maroc. Donc tous ces acteurs qui sont des acteurs mondiaux, qui ont voulu investir au Maroc, qui sont venus, ont rebroussé chemin parce qu'ils ont vu que le cadre légal ne leur permettait pas d'installer, d'investir dans des data centers qui sont des investissements à très long terme et de plusieurs millions de dollars, voire milliards de dollars. Et la position géographique du Maroc est un atout fantastique. C'est le barycentre, le point de convergence de tous les télécoms dans le monde et le point de convergence si on avait à stocker quelque part dans le monde pour desservir à la fois la plaque européenne, la plaque africaine, ce serait au Maroc. Donc c'est un atout formidable, cette position géographique, mais nous avons un cadre légal qui ne permet pas à ces acteurs, qui ne les rassure pas sur le fait d'investir, de pouvoir exploiter ces data centers. Donc nous avons eu, tous les GAFAM ont voulu mettre des data centers au Maroc. Ça, je peux vous le révéler, tous, et ils se sont heurtés à cette problématique des télécoms, parce qu'ils n'ont pas pu relier leurs data centers aux data centers européens et américains, parce qu'il n'y a pas de câble sous-marin qui relie les États-Unis au Maroc directement. Il faudrait œuvrer pour cela. Ça veut dire que maintenant, c'est un investissement colossal. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était les GAFA qui investissent aujourd'hui dans ce genre d'installation, quand même très coûteuse, des câbles sous-marins, qui investiraient là-dedans. Tous les GAFAM sont prêts à investir pour des lignes entre les USA et le Maroc. Très bien. Tous, ils sont prêts à investir. Il faut modifier, adapter la réglementation marocaine et ils viendront et le Maroc deviendra la plaque, le hub pour desservir l'Afrique. Il n'y a aucun hub actuellement qui dessert l'Afrique, à part l'Europe. Donc vous voyez que dans ce cadre de friction entre l'Europe et les États-Unis, c'est le moment d'adapter notre réglementation, de tirer des câbles sous-marins entre les USA et le Maroc et de faire du Maroc un hub pour toutes les activités de ces GAFAM. Et tous les data centers de Google, Microsoft, Apple viendraient s'installer au Maroc pour desservir la plaque africaine et probablement même la plaque européenne compte tenu de notre proximité avec l'Europe. Donc ils sont prêts, ils l'ont dit,
Mhm. Maintenant, je transmets le message au gouvernement. C'est là qu'il faut mettre l'accent si on veut faire la transformation digitale du monde. Tellement voulu et qui tarde, n'est-ce pas, à prendre son élan depuis moult plans digital. Merci beaucoup, Khalid Ziani. Merci d'avoir répondu à nos questions avec autant de transparence. Merci. Merci. Nous passons tout de suite à la seconde partie de Questions d'actu. Et donc, enseignement privé et cette convention qui a été signée entre la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales, de l'éducation formation et les associations représentant les établissements de l'enseignement privé. Donc, cela vient d'être acté. Ça concerne l'accès aux professionnels et donc personnel du secteur privé aux services et prestations de la Fondation. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le président de la Fédération de l'enseignement privé, Kamal Dessaoui. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Que pouvez-vous nous dire sur les objectifs, mais aussi les résultats escomptés des 5 conventions signées entre la Fondation et les représentants de l'enseignement privé? Ça fait un certain nombre d'années que le secteur de l'enseignement privé demande à ce que les salariés, aussi bien le corps enseignant que les employés de ce secteur, puissent avoir accès aux avantages sociaux et aux services de la Fondation Mohamed VI. Ces choses faites avec la signature de ces conventions qui ont été signées en fin de semaine dernière, mais c'est surtout grâce aux amendements de la loi de l'année dernière. Le législateur, en amendant la loi, a permis à cette frange d'avoir accès à ces avantages sociaux. Et donc, c'est un moment historique, puisque désormais, le secteur d'enseignement privé, aussi bien ses enseignants que ses employés, vont avoir, au même titre que leurs homologues de l'enseignement public, les mêmes droits et les mêmes devoirs quant aux prestations de la Fondation Mohamed VI. Donc, qui est concerné exactement par ces conventions, M. Dessaoui? L'ensemble des établissements d'enseignement privés, aussi bien celles de l'enseignement général que de la formation professionnelle, que de l'enseignement supérieur. Et bien sûr, c'est un secteur affilié à la CNSS, et donc ces établissements et leurs employés, aussi bien le corps enseignant que les employés, peuvent accéder aux services sociaux de la Fondation. Donc désormais, grâce à ces conventions cadres qui ont été signées, les institutions de l'enseignement privé peuvent s'affilier elles-mêmes de manière directe au service de la Fondation. Et en s'affiliant, les établissements permettent à l'ensemble des employés d'avoir accès aux services de la Fondation. Très bien. Justement, parmi les autres objectifs, il y a ceux qui touchent aux élèves. On parle d'1 million d'élèves dans le privé, 18% au Maroc, une initiative historique. Kamal Dessaoui? Oui, c'est historique. C'est un moment historique puisque c'était une demande du secteur de l'enseignement privé pour qu'ils puissent avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs que leur homologue de l'enseignement public. Ça touche des services importants pour les employés de ce secteur, aussi bien en termes d'assurance maladie, c'est une sorte de mutuelle complémentaire, ça touche des prêts logement à des taux bonifiés, ça touche des facilitations en termes de vacances et donc l'ensemble des services de la Fondation Mohamed VI. Très bien. Et puisqu'on parle des services, comment, on parle aussi d'enseignement privé, comment aujourd'hui, vous représentez bien sûr la Fédération de l'enseignement privé que vous présidez, comment améliorer les services et la qualité de l'enseignement au Maroc aujourd'hui, et notamment en ce qui concerne cette égalité spatiale? Bon, je représente la fédération CGM de l'enseignement privé. Et bien sûr, nous tenons à ce qu'il y ait un enseignement de qualité. L'enseignement de qualité passe
essentiellement par des méthodes pédagogiques innovantes et de qualité, mais également des infrastructures dédiées de niveau qualitatif, un corps enseignant bien formé et avec une formation continue qui lui permet de suivre les innovations en termes de méthodes pédagogiques. Et donc, tout ça, nous y attendons, aussi bien le secteur que les différents ministères dont dépendent les différents secteurs de l'enseignement privé, aussi bien l'enseignement général que l'enseignement supérieur, que la formation professionnelle. Et quelles sont les leçons justement que l'enseignement privé a tirées, n'est-ce pas, de cette crise Covid-19, notamment par rapport à l'innovation? Comment apporter plus d'innovation aux services d'enseignement qui sont proposés aujourd'hui aux élèves? Cette crise Covid a permis justement à l'ensemble des établissements, qu'ils soient publics ou privés, de faire un bond en termes d'innovation en utilisant les moyens informatiques et les moyens digitaux. Et donc, l'enseignement à distance a été testé et réussi. L'enseignement à distance a permis justement au corps enseignant de pouvoir s'adapter à cette réalité avec le Covid. Et des efforts importants ont été réalisés, aussi bien dans le public que dans le privé, pour qu'on puisse profiter de cette triste réalité qu'est le Covid, cette crise Covid, pour pouvoir innover en termes de méthodes pédagogiques, alliant l'ensemble des possibilités informatiques et digitaux que permet l'enseignement à distance. Merci beaucoup Kamal Dessaoui, président de la Fédération de l'enseignement privé au sein de la CGE. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Voilà, c'est la fin de Questions d'Actu. Très très bonne soirée à tous et merci de votre fidélité.